Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Let's Fight avec mes co-hosts Jérémy puis Jean-Michel. Comment vous allez cette semaine les gars? On est prêt. Je suis en feu. Littéralement, hein? On voit ça, ça brûle aussi. Oui, j'ai un problème de combustion spontanée tantôt, mais là je suis chill. Puis cette semaine, on avait envie de faire les prospects de l'année 2022. Parce que Chris, on commence l'année. Quoi de mieux que faire nos prédictions de qui restera champion, qui va perdre sa ceinture, qui qu'on pense qui pourrait gagner la ceinture. Puis vous envoyez la balle hein, pour vos propres prédictions. Ça va faire plaisir de les lire si vous voulez les mettre en commentaire. Exactement. Déjà, je pense qu'on peut tous faire un shout-out à ce fameux combattant qui vient de prendre sa retraite de la Fédération québécoise, le docteur Horacio Arruda. Très bon fighter. Il était heavyweight. Ouais. Il y a des bonnes victoires sous son chapeau, surtout quand il a complètement démoli les radios de Québec. Ça a été tout un match. Mais je pense que maintenant, je veux dire, tu peux plus fournir à cet âge-là. Là. On s'entend que c'est un homme quand même plus âgé. Tu sais. Non, exact, mais tu sais, bon, là, il va retourner encore en entraînement. Peut-être qu'aux prochaines élections, il va faire un retour puis se présenter dans un des partis politiques. On sait pas. On sait pas, tu sais. Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est qu'il va dropper de division puis il va dropper, mettons, mettons, municipal. Tu sais. Il va aller chercher quelque chose de clean municipal, tu sais. Je comprends. Une clean victory à quelque part de plus facile. C'est ça, là, tu sais, comme à Montréal, de quoi de même, là, tu sais. Les premiers prospects de la UFC qu'on va parler, on va commencer avec la heavyweight class, ça vous dérange pas? C'est parfait, ça. Premièrement, le champion, c'est Francis Ngannou. Prononce probablement crissement mal son nom, mais peut rien faire. Il est 16-3, sa fiche, puis il a battu Stipe Miocic pour devenir champion l'année passée. Mais là, il va devoir défendre son titre contre Cyril Gagne. 10-0. Puis le gars, c'est une machine. Toi, tu penses quoi, Kers? Je pense qu'en ce moment, Francis Ngannou, il y a vraiment une aura d'invincibilité autour de lui, puis quand on regarde ses derniers combats, on peut juste voir à quel point le gars a eu une évolution incroyable. Il est passé de son premier combat de ceinture contre Stipe Miocic où il disait en entrevue qu'il s'entraînait même pas au sol parce qu'il voyait pas comment le combat allait aller au sol. Puis on a bien vu qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est fait ragdoll pendant 5 rounds. J'aime ça quand quelqu'un dit avec confiance que quelque chose va pas se passer. Après ça, il se battait contre Derrick Lewis, où ça a été le combat le plus plate de l'histoire de la UFC. Il n'y a quasiment aucun coup qui ont été donnés parce que les deux avaient peur. Puis depuis ce temps-là, c'est un nouvel homme, une machine inarrêtable. Dans son rematch contre Stipe, qui venait de battre Daniel Cormier d'ailleurs, fait que c'était incroyable. Il était redevenu champion et tout. Dans son rematch contre Stipe a essayé de l'emmener au sol, puis Ngannou a été capable de prendre son back. Fait que l'évolution qu'il a été capable de faire, bon, déjà en partant, le gars fait 300 livres, fait que bonne chance pour le mettre au sol maintenant qu'il a c'est ça aussi, là. Écoute, moi, je regardais ce gars-là, là. C'est pas juste que ils ont pas juste peur de se taper dessus, je dis, ils font peur. Moi, je me ferais pas frapper 2 fois par ce gars-là. Il me punch une fois, genre, puis écoute, il ferait du jus, genre, avec moi, là. Il serait capable de me churn en beurre, là, tu sais, donner une idée, là. Mais comme je regarde aller, c'est sûr qu'il enchaîne quand même des bonnes victoires là, mais il y a quand même une bonne fiche là pour un gars de son âge qui est sur une montée de 16-3. C'est pas rien là. Écoute, si GSP, moi je remets toujours un peu ça à GSP qui était un peu champion de cette catégorie-là auparavant. Le gars il est champion 15-2. Le gars il est déjà 16-3 puis il reste encore combien d'années à fighter dans l'UFC. C'est un bon prospect là, tu sais. Surtout avec son style de combat, je veux dire, le gars il est pas flashy ou quoi que ce soit. Il fait gauche-droite, 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 tu m'emmènes pas au sol, gauche-droite, gauche-droite. Ça peut te faire longtemps là, comme style de combat. Là. Ouais. Ah, puis comme tu l'as dit, depuis que c'est fait un peu remettre à sa place dans 2 combats, ça un peu scraper sa fiche. Puis depuis ce temps-là, il est juste comme non. Ok, là, il faut que je focus. Je suis pas juste Donkey Kong puis invincible. Faut un peu de technique pour m'empêcher de me faire coller ça à la tête tout le temps. Là. Ouais. Exactement. Puis la technique, il va faire face à ça dans son prochain combat parce qu'il va se pogner contre le champion intérimaire, Cyril Gane, son ancien partenaire de pratique, justement.
Fait que les deux, ils se connaissent déjà. Les deux, ils ont déjà spar ensemble. Il y a quelques vidéos qu'on peut trouver sur les internets là-dessus où on voit Cyril Gann qui le malmène un petit peu, mais c'est très gentil. Puis moi, je pense que c'est beaucoup de flashy pour essayer de nous faire croire que Cyril Gann peut vraiment le démonter, mais c'est Ouais. genre un point de Ngannou puis c'est terminé là. C'est toujours ça Ouais, l'histoire avec ce dude-là. C'est ça. Quand la physique embarque, la physique embarque. Là. T'as beau être le meilleur gars de joue que j'ai jamais vu de ma vie, là, si le gars il a 300 livres derrière sa gauche, là, Ah, ça sera pas long, là, tu sais. Surtout avec un bon transfert de Comment pouce. tu fais pour éviter un coup de poing si la force gravitationnelle de celui-ci C'est ça qui est difficile, tu sais. Tu viens pour dodge, mais tu sens la résistance, t'es comme... Écoute, ses poings sont tellement comme solides là, que tu lui lances un objet, il a pas besoin de l'attraper, il met sa main comme ça, puis ça fait... Ouais, il paraît qu'il y a encore les dents de Stipe Miocic qui gravitent autour de ses jointures. Ouais, exactement. Ah, makes sense. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il met ses gants, hein, avant de commencer son match, il s'installe comme ça, puis l'entraîneur il fait juste les lâcher, puis... Le seul autre vraiment contender, mettons qu'on... Je pourrais mettre là-dedans, moi, c'est John Jones, qui va peut-être monter en poids lourd. S'il monte en heavyweight, lui aussi, ça pourrait être un super bon fight contre Francis Ngannou. Mais, je sais pas. Je sais pas pour vrai. Qu'est-ce que ça revient au même, le 300 livres derrière ton poing, c'est beaucoup de livres. Ben, rendu là, c'est vraiment une question, c'est même plus une question de talent rendu là, c'est une question de à quel point la génétique puis la nature t'a favorisé. Puis à quel point t'es résistant. Tu sais, Francis Ngannou, le gars, il travaillait dans des mines de sable en Afrique, puis il a été repéré là-bas parce qu'il était déjà plus gros et plus fort que tous les autres. Puis ils l'ont foutu sur les stéroïdes, ils lui ont appris la boxe, puis maintenant c'est une machine à tuer. Mais John Jones, il vient d'une famille où tous ses frères sont des athlètes professionnels dans la NFL ou la NBA. Ouais. Mhm. C'est un lutteur, lui, en plus de ça, là. Yup. Lui, c'est un lutteur qui a été invaincu au collège. C'est quelqu'un qui va être capable de le crisser à terre, ça risque d'être lui, là. Tu sais, il va l'apporter au sol, c'est temps d'être au sol. Ce serait un peu un combat genre l'athlète contre la beast, tu sais. Ouais! L'athlète contre l'ours, les classiques. L'athlète contre l'ours, puis je veux dire, dans les deux cas, en France, le checking pour les stéroïdes, on a juste à regarder tous les gros combats tous les gros combattants qui nous envoient, les Français. Ils sont tous sur la sauce. Ils sont pas pognés. Quoi? John Jones, lui, il a constamment des stéroïdes qui pop out dans son sang, fait qu'il peut en faire tant qu'il veut, puis il se fera pas pogner. Ouais, j'ai entendu dire que c'est ses os qui en produit directement dans son sang. Quand même pratique. C'est tellement des conneries. Ben, faut comprendre que le chi, c'est dans les couilles. Ah, Et lui, c'est ok. comme genre l'OPO qui est dans ses couilles. Ah, là, je comprends. Le gars, il jizz des anabolisants, genre, tu comprends pas, là, tu sais, c'est à ce niveau-là. Mais le gars, c'est quand même un gars avec une bonne fiche. Écoute, en MMA, là, il y a une fiche de. Il y a 28 combats. Il a gagné 26, tu sais. Ah, ça commence à être des esti de belles stats, pareil, là, tu sais. Fait que. Ouais. Mhm. Ouais, bah, en fait, il les a toutes gagnées, théoriquement. Comment ça, il en a perdu deux, comment? Les deux qu'il a perdus, c'est par disqualification. Il y en a un. Oui, oui. légal. Puis l'autre, c'est no contest. Fait que c'est des technicalités. Fait qu'il est théoriquement invaincu. Bah, en fait, il s'est jamais fait battre. C'est vrai. Au pied. Fait C'était que, peurant, ça. lui, c'est. Tu sais, en ce moment, je regarde les heavyweights, puis j'en vois seulement 3 qui pourraient vraiment battre. Tu sais, je veux dire, ils ont tous la force incroyable dans leurs bras puis dans leurs épaules pour décalisser n'importe qui s'ils réussissent à le pogner comme il faut. Ben oui. Mais les personnes que je vois qui pourraient battre Ngannou en ce moment, c'est John Jones, comme tu l'as dit, Alex. Moi, ça m'était sorti de la tête parce que le gars, moi, je pensais qu'il était rendu en prison. Là, finalement. Sinon, Cyril Gann, parce qu'il est quasiment aussi grand, puis lui, il a vraiment de la technique. Puis un autre qui est encore un petit peu en dessous des radars, mais qui est en train de monter petit à petit, c'est Thomas Pennell, qui est sur une série de 7 victoires, un Britannique, qui est 11-2 en ce moment. 7 victoires d'affilée. Son prochain combat, c'est contre Shamil Abdurakhimov, qui est un gros lutteur aussi, puis un gros cogneur, un vétéran.
qui a beaucoup de combats à son actif, fait que ça va être son gros test. Lui, il vient Ouais. d'où, lui? Il vient de l'Angleterre? Thomas Pinal, ouais. Ouais. Mais l'Angleterre nous a donné quand même des bons fighters, mais je sais pas si ça nous donne des champions, par exemple. Il y en a eu quelques-uns. Ben, il y a eu Connor, ben, si on considère. Connor, il est pas de l'Angleterre, c'est un Irlandais, fait que- Ouais, ça, mais bon, il y a eu Michael Bisping. Ouais. En ce moment, Leon Edwards, qui est le prochain en liste pour se battre contre Kamaru Usman aussi, il est britannique. Ouais, c'est vrai. Il y a Sean Strickland aussi, qui est sur une grosse montée dans le middleweight. Mais tu comprends ce que je te dis dans le sens qu'ils nous envoient des estis de bons fighters, mais on dirait qu'ils sont jamais capables de se rendre comme jusqu'au bout. Puis c'est comme, il y a un bon bassin de gens qui viennent, mettons, de l'Angleterre, de l'Europe, de ce coin-là, mais on dirait qu'ils nous donnent jamais des champions. En tout cas, pour l'instant, là. Peut-être que j'ai pas... Ben, il y a Matt Brisbane, oui, mais je veux dire, c'est le seul. T'en Fait veux que je plus. Il en veut plus, GM, de l'Angleterre. Moi, je veux des fighters européens. Là. J'aime ça, moi, entendre des noms russes là, quand je regarde l'arène. Là. Je veux de la diversité. Je veux du monde de partout, moi. Peut-être un Kebs en quelque part qui se défend bien, ce serait le fun aussi. Là. Ouais, ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu sur la scène, hein? Tu sais. Ouais, ben écoute, la compétition est quand même assez féroce. Là. Quand tu te bats contre des fucking des ours de genre 16 victoires, 3 défaites contre des heavyweights, c'est sûr que ça donne pas le goût de se rendre là, honnêtement. Là. Non, c'est ça. Puis je veux dire, se battre contre les ours, les Russes, ils le font littéralement. Il y a des C'est vidéos de ça. Puis nous, ben, qu'est-ce qu'on fait avec nos ours? Ben, on fait fondre la calotte glaciaire, puis on les noie. Ouais. Bande de bitch. Un ou l'autre, hein. Mieux l'entertainment ou juste péter leur habitat. C'est quoi qui est. En fait, vous me demandez c'est qui le prochain prospect dans la UFC? C'est le réchauffement climatique parce qu'il va tout finir par nous avoir. Là, qui va gagner. Mais peut-être pas en Alors, 2022. D'après moi, il va gagner. Je donne sa victoire peut-être 2035. J'ai dit ça, c'est au Québec, ça c'est GSP qui sort sa nouvelle campagne contre les réchauffements climatiques. C'est juste un match, un faux match, c'est juste comme GSP contre les réchauffements climatiques. Puis là, il est là, puis il fait juste comme you're not a serious competitor, you're a clown les réchauffements climatiques. I'm gonna go there and prove it à moi. Hein? I'm not impressed by your performance. Ouais, I'm not impressed by your performance. Qu'on va changer de catégorie si ça vous dérange pas, on va aller au late heavyweight. En ce moment, le champion, c'est Glover Teixeira. Puis tout le monde est genre, what the fuck, on le sait. Yeah, c'est ça qui est ça, c'est le même. C'est lui qui l'est. Il y a une fiche de 33-7. Personne s'attendait à ce que Non. de la scène. Mais il a toujours été là dans le top 5. Fait qu'en qu'est-ce que le plus weird prospect qu'on pourrait faire, c'est lui qui garde sa ceinture. Quasiment. Mais c'est quand même une catégorie qui est en gros changement en ce moment. Il y a beaucoup de mouvements qui se passent. Je pense que tu en as parlé, mais Iri Prohaska qui vient de faire son apparition dans dans la dernière année, en fait. Ouais, moi, selon moi, c'était celui qui avait de bonnes chances d'y voler. Tu sais, en ce moment, il y a une fiche de 28-3-1. Tu sais, quand t'es rendu quasiment à 30 matchs, t'as juste perdu 3 fois, c'est dur d'arrêter aussi, là. Il y a presque autant de victoires que Glover, mais il y a même pas la moitié de ses défaites, tu sais. Non, d'une part, il y a ça, puis en plus, justement, tu le disais, GM, tu veux plus de diversité. Lui, c'en est un bon emblème du MMA européen qui débarque. Pis en plus, il y a bien des KO, puis moi, j'aime ça quelqu'un qui KO du monde. Lui, c'est pas un Brésilien, il me semble que c'est un Brésilien. Ben, d'origine, il est... Non, il est tchèque. T'es sûr? Ouais. Ben, qu'un nom comme ça sonne tchèque. Ben, c'est juste à côté, là. Non, c'est parce qu'il a été membre de l'équipe nationale de wrestling brésilien. C'est pour ça que je pensais que c'était un Brésilien. Ouais. Ouais? Qui? Excuse-moi? Prochaska. Je suis en train de parler de Monsieur Glover, là. Ah, ok, non, c'est ça. Nous autres, on parle de Jerry Prochaska. Ben oui, non, mais Glover, c'est une force de la nature, ce gars-là. Je veux dire. Je pense que c'est le deuxième plus vieil athlète après Ben oui, Couture. Chris. Il y a 42 ou 43, je pense. Chose de même. Ouais. Je pense même qu'il c'est officiellement le plus vieux à pogner une ceinture. Parce que je pense que probablement 41 quand il a pogné sa dernière ceinture. Mais en tout cas, c'est juste incroyable de voir ce gars-là qui se battait déjà à l'époque de ceux qui ont fait les armoiries en fait du MMA puis de la UFC. Il était dans les premiers combattants à se battre à cette époque-là. Il s'entraînait déjà avec les champions qu'on connaissait quand on était encore au secondaire et tout.
s'est battu pour la ceinture contre John Jones back in the day, je pense en 2014. Ça lui a pris 6 ans pour revenir sur le devant de la scène, mais il gagnait systématiquement ses combats, c'est n'importe quoi. Personne s'attendait à ce qu'il monte de même. Ah ouais, c'est ça. Mais je pense que quelque part, lui non plus. Ben, écoute, Juste t'en knock un, tu te dis, ah, mais là, knock un autre. Là, tu sais, tu t'en gagnes contre un autre, pis t'es comme, shit, on y va, guys! C'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, plus que tu descends de catégorie, quand t'arrives, mettons, dans les catégories plus poids, un peu plus moyen, là, il est pas en heavy, il est en juste Light juste en dessous. heavyweight. Ouais. Mais comme, quand tu t'en vas plus dans les lighter division ou les poids plus moyens, je trouve que la compétition est plus intéressante à regarder qu'en heavyweight. Parce qu'en heavyweight, tu pognes juste 2 ours, puis ils se battent ensemble, c'est ça qui est ça. Mais quand tu arrives en poids moyen, ça devient pas mal plus technique, puis la compétition est plus roundée. Il faut vraiment plus que tu sois un athlète complet pour performer dans ces divisions-là que plus, mettons, dans les heavyweight. Dans les heavyweight, il faut juste avoir un gros tabarnak d'eau. Fucking ça coke, genre, qui décollisse tout. Je trouve, moi, personnellement. Mais c'est Jean-Michel qui parle. C'est très très vrai ce que tu dis. C'est sûr que quand tu descends de catégorie de poids, la gravité te retient moins au sol, fait que les techniques sont un petit peu plus faciles à faire. Mais il y en a un dont on n'a pas parlé, qui est encore un petit peu sous les radars, mais qui se bat depuis quand même pas mal de temps, c'est Chris Barnett. Il vient d'arriver dans les poids lourds de la UFC. C'est un petit bonhomme, il fait 1m70, 1m75. Il fait 5 pieds 9 poids lourd. 265 livres, mais le gars, il fait des backflips. Il est le premier dans l'histoire de la UFC à avoir fait un spinning back kick à la tête. Puis avoir mis KO quelqu'un. Il fait nice. 15, là. Il se bat contre des gars qui ont 3 têtes de plus que lui. Il fait un spinning back kick à la tête, puis il met quelqu'un KO, là. Hey, écoute, quand t'as rien à perdre, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que tu sais, on parlait, mettons, tantôt, là, on parlait avec monsieur. Hey, tabarouette, attends, je vais-tu le dire, là, sacrement de bin? Blablabla, monsieur Ngannou. Ouais. Lui, ce qui est intéressant avec ce gars-là, c'est que le gars, il a rien à perdre parce qu'il est comme sur une lancée dans le fond où est-ce que le gars il est pas arrêtable, il a rien à perdre. Là, il s'en va se battre contre des vétérans qui ont des fiches, qui ont ci, qui ont ça, qui ont vu ce gars-là puncher genre à travers un mur de ciment avec son fist, genre. Puis là, ils sont juste comme ah, mais ça me semble que j'ai beaucoup à perdre dans ce combat-là. Comparément à lui, il a tout à gagner. C'est un peu la dynamique aussi qui fait que moi, je respecte beaucoup plus, mettons, ces vieux vétérans qui continuent à se battre parce qu'eux autres aussi, ils ont tout à perdre. Là, ça prend juste un combat où ça vire vraiment mal, puis tu peux être sur le cul pendant comme 3-4 ans, puis là, t'as déjà 45 ans, puis oublie ça, tu peux plus revenir, là, tu sais. Effectivement. Non, exact. Mais bon, tu sais, moi, je serais curieux à un moment donné de voir Chris Barnett contre Francis Ngannou. Ça devrait être nice. Ben, on l'a vu dans UFC 2, là. Il y a un combat qui doit ressembler à ça quelque part, là. Mais bon, là, on était dans les 205. Les 205, fait que oui, Glover, c'est le champion. Il va se pogner contre Jiri Prochazka, qui est dans une série de 12 victoires. Le gars qui a été champion du Ryzen en Asie, qui a été champion d'une autre franchise qui est en Europe, une grosse franchise aussi. Fait que très 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 connu à l'international. Il a juste 2 victoires dans la UFC, puis déjà il va se battre pour la ceinture. Ah, puis c'est 2 KO. C'est ça aussi, là. Il rentre pis il knock-out le people. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui fait ça. Ça donne des bons shows, ça, d'habitude, des KO, des knock-outs, là. Ben, surtout qu'il a battu, son dernier combat, il a battu Dominic Reyes, qui s'est rendu, qui a fait les 5 rounds contre John Jones, puis beaucoup disaient qu'il avait même battu John Jones, fait que c'est intéressant. Puis Jiri, il a pas peur de manger des shots, il en mange beaucoup dans ses combats, fait que c'est un gros drame, là. C'est un gros soap américain quand il se bat. Ouais. C'est dans les fights que je trouve le plus le fun en light heavyweight, là. C'est sûr que c'est des fun fights à regarder, mais moi, je regarde toujours ça avec un sens de comme, il mange bien des shots, oui, mais je veux dire, écoute, ça c'est Chuck Liddell, c'est Chuck Liddell 2.0, là, je veux dire, dans le sens où est-ce que, oui, tu donnes le show là, oui, tu manges des coups, t'es capable d'en prendre, mais comme, tu sais, à comme 46 ans, là, tu vas shaker. Oui, mais c'est pour notre divertissement. C'est pour notre divertissement. Ah, t'as raison, c'est vrai. Mon divertissement est plus important que la santé des gens. Du pain et des jeux! Du pain et des jeux! Il rit de toute façon, avec sa coupe de cheveux, il y a une espèce d'antenne sur la tête, puis ça lui permet d'évacuer les coups qu'il reçoit.
À chaque fois qu'il reçoit un concussion, ça vibre, ça sent pas. Un petit peu de fumée. Il y a une valve. Il y a une valve. Ça sort le... Tabarnak. Fait que lui, il va se battre, mais il y en a deux autres aussi qui sont super intéressants parce que t'as Alexander Rakic qui, lui, est à 14 victoires, 2 défaites. Un petit jeune, il est sur une série de 2 victoires parce qu'il avait perdu contre Volkan Oezdemir. Mhm. Il y a 3 combats de ça. Mais là, il va se battre contre Jan Blachowicz, l'ancien champion. Puis s'il gagne, ça pourrait être lui, le prochain contender. Ouais, ça le placerait dans une vraiment bonne position pour aller faire un contest match pour la ceinture. Là. Mais je pense que le vrai danger dans les 205 livres, c'est Magomed Ankalaev, un cousin éloigné de Islam Makhachev, puis de tous les Magomed Sharipov. Ils s'entraînent tous ensemble, cette gang-là. Mais lui, c'est la version poids lourd. Là. Ok, La ça va être version intéressant. lightweight, là. 15 victoires, une défaite. Il est sur une série de 7 victoires, puis il s'en va se pogner contre Thiago Santos, celui qui a un gros marteau tatoué sur le chest. Ouais, c'est weird ça. Après, C'est moi, je weird, pense mais que ce qui ça s'est marche. passé. Mais moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il a écouté notre émission sur Chuck Liddell. Puis qu'on a dit que c'était un nain. Puis lui aussi, c'est aussi un nain. Puis il a dit, je vais représenter. Puis lui, dans le fond, sa maison de nain, c'est Iron Mallet. Puis c'est ça, c'est ça. Il est-tu nain un peu? Y a-tu comme une face comme. À la Ben, Chuck- c'est pas le plus grand, il se battait dans les 170 livres back in the days, puis là il est rendu dans les 205. Il est-tu genre fait carré ou il est lean? Il est lean, mais très 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 large. Là. Puis C'est le peut-être un marteau sur wannabe le nain. chest, c'est pas. Peut-être un semi-nain. Ouais, c'est un Ouais, dominant. tu vois, il y a Genre, les- sa mère c'est une naine, mais son père c'est genre Un elfe. ouais, ou un Dunedai, là. Tu sais, quelque chose de. Ah, moi j'aurais dit un brésilien, mais c'est comme. Non. Non. Tolkien, il a fait sa série de livres. Dans le fond, il a fait comme. Tu sais, t'as la terre un peu du milieu, puis t'as des terres un peu plus loin qu'on connaît moins, puis t'as le Brésil en bas ici, là. C'est eux autres qui débarquent avec les gros éléphants, là, tu sais. Ben oui, mais de toute façon, tout le monde le sait que le Brésil, c'est le pays des nains. Leur président, c'est un nain, Bolsonaro. Ah, barouette. C'est pour ça qu'ils ont tous développé le jujutsu. Un homme. un homme éduqué. Sur ça, on va passer au middleweight. Géographie. Les middleweight, le champion, c'est Israël Adesanya. Il a défendu son titre l'année passée contre Marvin Vettori. Tout un combat. Ouais, puis d'après toi, cette catégorie-là, je sais tellement pas pour vrai, parce que là, il va se battre contre Robert Whittaker, qui est aussi un gros combat quand même. Tu sais, genre quoi, il est 3e de sa catégorie en ce moment, Robert? Deuxième, me semble. Deuxième. Mais tu sais, s'il défend cette fight-là, je pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut l'arrêter dans sa division pour un petit bout, là. Pour un petit bout, non, mais la division est quand même stack en ce moment parce que t'as beaucoup de vétérans qui sont sur des bonnes lancées en ce moment. Ouais, Je pense c'est de voir. Derek Brunson qui avait perdu contre Israël back in the days, mais qui s'est battu 2 fois pour la ceinture. Les 2 fois, il est arrivé short, mais le gars est quand même sur une série de 5 victoires. Il est 23-7. Il s'est déjà battu, même avant Israël, il s'était battu contre l'ancien champion. Pourquoi j'oublie son nom? Anderson Silva. Il s'était battu contre Anderson Silva. Puis là, son prochain combat, c'est contre Jared Cannonier. Puis Derek Brunson, il a pas mal clearé tout le monde en dessous d'Israël en ce moment. Fait que s'il bat Jared Cannonier, il va sûrement se battre pour devenir le prochain contender, ou il serait déjà le prochain contender. Puis c'est ça qui va être super intéressant parce que moi, admettons, là, Robert Whittaker perd encore une fois contre Israël. Ben là, c'est pas mal sûr qu'il va se pogner contre Derek Brunson, puis ça va être un combat très intéressant. Ouais. Parce que les deux, ils ont pas peur d'aller au sol, ils ont pas peur de lutter. Derek Brunson, il met KO pas mal tout le monde en un coup de poing s'il réussit à te pogner.
Whittaker, c'est quand même beaucoup de techniques de kickboxing. Mais encore une fois, ça risque pas de se passer comme le premier combat avec Israël. Là. Whittaker, il sait pas mal plus à quoi s'attendre. Puis le gars, c'est quand même un génie des combats. Là. Ouais, mais tu sais, faut dire aussi qu'Israël a juste une défaite, là. T'as pas beaucoup d'exemples de comment gagner contre lui, tu sais. Ce gars-là, il a pas juste une défaite, là, parce que moi, je qu'on parle de ce gars-là, Israël, là. L'athlète que représente ce gars-là, là, c'est quelque chose, là. Quand je l'ai regardé, parce que, tu sais, oui, il fonctionne fucking bien en UFC, là, mais, tu sais, lui, en kickboxing, là, ça paraît pas, là, mais il y a au-dessus de 80 combats de kickboxing dont il en a gagné 75. Donc, il est 75 en 5 dans une catégorie de kickboxing. Puis, en MMA, il est 21 en 1. Ouais. C'est quelque chose là. Ça c'est un gars qui a des combats en dessous de sa ceinture. Ça veut mais dire que plus sur 100 fights, là, il en a perdu 6. Genre, ce gars-là a un roster, pas un roster, mais il y a une fiche de fou. Mais pas juste ça, en plus d'être un athlète incroyable, c'est un gars qui a de l'expérience. Il y a au-dessus de 100 fights. 100 fights, c'est beaucoup de fights là. Puis sur une longue période de temps. Fait ce gars-là, il va t'avoir. Internationaux, là. Ouais, c'est ça. Ce gars-là, il va t'avoir à l'usure, à la longue, éventuellement. C'est quelque chose, cette force-là. Là, moi, il me fait capoter, ce gars-là. Là. Puis même sa défaite contre Jan Blachowicz, il venait de monter de catégorie de poids pour essayer d'aller chercher une deuxième ceinture. Puis il a perdu par décision, mais il a pas vraiment mangé de shot non plus. Il est ressorti de là, c'est peut-être 1 ou 2 semaines de convalescence, puis c'est tout, là. Ouais. Le gars, il se fait pas malmener tant que ça. Là. Fait il a encore de bonnes années devant lui. Mais contre Whittaker, ça risque d'être différent de la première fois, comme je le dis. Parce que ça va être un fou fight. Moi, j'entends Chris à cette fight-là. Whittaker, il est encore rapide, même s'il y en a beaucoup qui disent que depuis ses combats contre le Cubain, j'ai tellement de shots dans ces combats-là que tout le monde pense que maintenant il est rendu dépassé. Mais il a 30 ans, là. Il est encore tout jeune. C'est un des plus jeunes de sa catégorie dans le top 5. Là. Ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. J'ai l'impression qu'Israël va gagner ce combat-là, mais on sait jamais à quoi s'attendre avec Robert Whittaker. Il y en a beaucoup qui le décrivent comme un Georges Saint-Pierre 2.0 dans son style de combat. Il est très kickboxing, mais il a un excellent double leg takedown aussi, single leg également. Mais il y en a 2 autres dans les 185 livres. Ah, middleweight et stack, là, ça va être une super bonne année de match. Là. Ouais. Puis vraiment. Juste ça, c'est la plus compétitive. T'sais, tout le monde, je pense que de toutes les catégories, c'est la catégorie où est-ce que les gens physiquement se ressemblent le plus et ont autant de chances. Mais peut-être pas autant de chances, mais ils ont le plus de chances égales, mettons, de gagner ces combats-là. Fait que tu sais jamais vraiment non plus à quoi t'attendre. Ça peut tourner sur un dissent un peu, cette catégorie-là. Fait que c'est ça un peu. C'est pour ça que moi je trouve que c'est la plus intéressante au niveau du sport. Pour ça, plus fun à regarder que juste 2 estidos qui se tapent sa gueule. Puis on peut comme dire, ah, tu sais, lui, c'est l'affaire, mais ils sont tous vraiment bons parce que c'est la catégorie où il y a le plus d'athlètes compétitifs. Je sais pas combien il faut que tu passes à travers de monde pour arriver à ce roster-là, là, mais je vous garantis que le 3/4 des athlètes fightent tous dans cette catégorie-là là, parce qu'ils n'ont pas la cadence d'aller dans les plus grosses divisions aussi. Fait que le roster où est-ce qu'ils piquent les fighters est vraiment meilleur aussi. Le bassin est plus gros, là, tu sais. Middleweight, ça a toujours été un peu une catégorie de transition entre les welterweights puis les light heavyweights. Ouais. Puis même encore aujourd'hui, peut-être la moitié du roster en ce moment à la UFC c'est des anciens welterweights qui ont monté de catégorie de poids. Whittaker, c'est ça. Darren Till, il est rendu middleweight. Bon, il a perdu ses derniers combats, fait que ça s'annonce un petit peu mal pour lui. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans les prospects. Mais t'as Sean Strickland, un jeune Britannique aussi qui, lui, était dans les welterweight avant. Il a perdu contre Kamaru back in the days en décision. Là, il est rendu middleweight. Il est sur une série de 5 victoires. Il est 24 victoires, 3 défaites. Puis là, il va se pogner contre Jack Hermansson, qui est un Danois, qui est un vétéran aussi des middleweights. Jack Hermansson, qui est excellent au sol en plus. Puis qui avait fait un combat amical contre Hamzat Chimaev il y a quelques temps, juste de grappling, puis il a perdu contre Hamzat. Fait que ça vous dit à quel point Hamzat il est fort. Là.
Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais ouais, Sean Strickland, je trouve que c'est un bon contender aussi. Il est très, très, très all-around. Puis, comme tous les Britanniques, c'est une grande gueule. Fait que c'est bien intéressant à regarder aussi. Il Ouais, fait des bons shows, là. Ben, c'est un peu ce qu'on reproche un peu à Conor McGregor, dans le sens où est-ce que ce gars-là, c'est juste une grande gueule, mais Chris, que ça donne le show, par exemple. Ben oui. Il te faut des vilains dans des shows de même, là. Il te faut du C'est monde ça à un haïr. peu, là. là, tu sais, ça te prend des personnages, puis comme, je pense que, bon, on peut dire bien des affaires là, sur ce gars-là, là, comment que, bon, c'est un peu un hooligan, puis comment c'est pas, mettons, ce que le meilleur du sport a à nous offrir, mais Chris, on peut pas se le cacher que le gars, il donnait le show, puis même sa série de fights contre Mayweather aussi, là, c'est juste des gros shows de talk shit, puis de ci, pis de ça, c'est du gros drama, là, de fighting, mais ça pogne, c'est le fun, ça fait partie un peu de la mythologie des combats, puis tout. Fait que c'est peut-être. C'est un peu. En tout cas, moi, ça en prend toujours un petit peu, là. C'est sûr que. Ben, c'est des vrais gamblers, en fait. C'est qu'eux, ils ont pas peur de se mettre dans les chaussures du mauvais personnage. Puis s'ils gagnent, ça fait juste encore plus enrager les C'est gens. ça, Ben exactement. Tu oui. sais, quand Mais Conor McGregor, là, il y a eu une période de temps, je pense, de 2014 à comme 2016, genre quelque chose comme ça, 2013 à 2016, où est-ce que c'était un peu la vedette montante un peu du UFC, puis il faisait chier parce qu'il envoyait chier les autres contenders, puis tout, puis là, il leur Mais disait, ils les t'es de la battent merde. tous. Hein? Ils Mais les c'est battent ça, mais il tous. les battait tous, tu sais, avec son suit, avec genre des rayures, là, avec du cash, là, pis tout, tu sais. Le gars, il s'est créé un peu un personnage de baddie, bad boy hooligan, mais Un c'est sûr heel. que bon, C'est comme un heel à la lutte, là, rendu là. Là. c'est ça, c'est ça. Mais là, le sport l'a rattrapé, là, il peut plus se battre comme qu'il se battait avant, là. Je veux dire, il se blesse lui-même, là, rendu là, fait que... Ouais, puis bon, j'imagine qu'il y a aussi le gars, il a tellement d'argent, il est quasiment milliardaire. Mhm. Il a plus besoin de faire ça, là. Puis il le Ouais, sait au fond de lui qu'il a plus besoin de faire ça, là. ouais. Pourquoi tu risquerais des commotions puis un chaos ou le coma si tu peux juste rester chez toi puis chiller dans ton bain d'argent, tu sais? Ben, j'imagine que rendu là, ça a plus rapport avec le cash, là, ça a juste rapport avec Le Ça a fame! rapport- ça peut avoir rapport avec tabasser Israël Adesanya, puis c'est justement le cas du prochain dont je veux parler qui s'appelle Alex Pereira, qui lui était c'est un ancien champion de kickboxing. En 2021, il a été proclamé le plus grand combattant de kickboxing de l'année, puis même des dernières années. C'est le seul de l'histoire du kickboxing, en même temps que Israël Adesanya, à avoir mis KO Israël Adesanya en kickboxing. Le seul. Puis il s'est mis au MMA il y a 3 ans de ça, si je me trompe pas, 2 ans de ça. Son premier match, il a perdu par soumission, mais depuis ce temps-là, il les a toutes gagnées. Fait que là, il Ouais. est 4 victoires, une défaite. 4 victoires d'affilée. Il a fait une bonne entrée fracassante dans la UFC, où il a gagné ses 2 premiers combats, si je me trompe pas. Puis là, il est middleweight. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ça pourrait être un bon contender contre Israël Adesanya, puis moi, j'en fais partie aussi. Ah ouais, tu sais, on lui laisse, mettons, 5-6 matchs d'expérience, là. Puis il va devenir une machine inarrêtable aussi, là. L'autre catégorie qui est pas mal nice à parler, c'est la Welterweight Division! Oh, GSP, GSP! En ce moment, le champion de la division, c'est Kamaru Usman. Il y a une fiche de 21. Je pense qu'il est déjà rendu à 3 défenses de titre, Maccabi. Ou il s'en va faire sa 3e ou il a réussi sa 3e? Il me semble qu'il s'en va faire sa 3e, parce que là, il est champion, fait qu'il s'en va sur sa 3e, me semble. Ouais, me semble aussi. Il me semble que c'est ça. En tout cas, c'est pas le. Dans tous les cas, moi, je pense pas que quelqu'un va y enlever son titre. Moi, c'est mon prospect pour 2022, c'est lui-même. Je pense qu'il va rester champion. Moi. Je pense qu'il va juste causer la gueule à tout le monde. Ouais, ben, je suis pas mal d'accord avec toi. Le seul moment depuis qu'il est champion où on l'a vu un peu avoir de la difficulté, c'était contre Gilbert Burns, un gars avec qui il s'entraînait justement l'American Top Team. Puis il a dû changer d'ailleurs de camp d'entraînement à cause de ça, parce qu'il allait se battre contre son ami Gilbert Burns.
Mais depuis qu'il a changé de camp d'entraînement, qu'il est rendu avec Trevor Whitman, qui est le génie derrière Rose Namajunas, puis qui a donné un second souffle à, comment il s'appelle, Justin Gaethje aussi. Rose, ça, c'est celle qui s'était fait offrir une rose hein, pendant le. C'est possible. Tu sais qu'elle elle était là avec l'autre fighter, là, puis là, il prenait la photo pour la peser, puis tout, puis l'autre, elle lui a donné une rose, puis elle a dit t'as une rose pour une rose. Ah, ça Ça se se peut, c'est peut-tu? Ça se cute. peut-tu? En tout cas. Mais ouais, depuis qu'il est avec Trevor Whitman, ce gars-là, Kamaru, son striking game, qui déjà à la base était pas si pire parce que le gars c'est une armoire à glace, fait que s'il te touche, il va te faire mal. Là, il est Définitivement. rendu précis, il est rendu technique. Je veux dire, son dernier combat contre Jorge Masvidal, il l'a mis KO avec un direct. Avec un jab, un power jab, là. Ouais. Rien de compliqué, là! Schlack! Fait que, juste sur le côté du striking, là, il va se pogner contre Leon Edwards, qu'il avait déjà réussi à battre back in the days, par décision. Mais Leon Edwards, qui est excellent kickboxer. Qui a une bonne fiche aussi, là. Faut se le dire, il y a quand même 19-3 comme fiche, mais je pense pas qu'il va gagner. 19-3, 9 victoires d'affilée, même s'il a failli perdre son dernier contre Nate Diaz. Je sais pas si vous avez vu ce Non, j'ai pas combat-là. vu le dernier fight. Ben, moi, je suis pas un fan de Nick Diaz, là. Je trouve pas qu'il donne des tant beaux fights que ça, je sais pas, là. C'est peut-être Ben, juste moi. Nate Pas Diaz, mauvais, mais. c'est du entertainment, là, surtout. Ouais. Là. Mais c'est un gars qui pourrait avoir tellement une meilleure fiche si. Pas qu'il prenait les combats plus au sérieux, parce que je pense qu'il les prend au sérieux quand même, mais lui, c'est toujours du street fight. Là. Ben, je pense que le concept de ce gars-là, c'est que le gars, il a un peu atteint un peu la limite de ce qu'il est capable de donner. Puis là, il pallie un peu le reste de ce qu'il peut pas faire avec un petit peu plus de show, avec juste rester relevant, des trucs comme ça. Fait que je suis pas un. Dans le sport, je suis pas un fan de Nick Diaz. C'est sûr que il est cool à regarder. Là. Je veux dire, c'est le fun. Mettons, je m'en vais dans un bar, puis Nick Diaz, il joue dans un bar, comme ça se peut, je le regarde. Là, je fais juste comme, Nick Diaz, il se bat, c'est cool. Mais je veux dire, il y a tellement des athlètes puissants là, qui s'en viennent dans cette division-là. Moi, je pense pas qu'il va être capable de keep up. Je pense soit qu'il va changer de division ou qu'il va littéralement juste faire comme je suis plus capable de fournir à ce niveau-là. Tu sais, c'est un des deux. Ouais, la seule raison pour laquelle il est dans cette division-là, c'est parce qu'il était tanné de couper son poids pour se battre à lightweight. Là. Ouais, c'est ça. Puis il était déjà en fin de carrière et tout ça, mais il lui reste peut-être encore 1 ou 2 combats, puis il va prendre sa retraite, Nate Diaz. Là. Mais c'est sûr qu'il se battra jamais pour devenir champion maintenant. Non. Mais ouais, Leon Edwards a même passé proche à la fin du dernier round contre son combat, même s'il avait dominé Nate Diaz tout le long, de se faire mettre KO, parce que Nate Diaz est toujours capable de revenir malgré tout. Là. Il se fait quasiment jamais mettre KO. Mais il y en a d'autres qui sont très intéressants. Ouais, moi j'ai aussi Kamzat Chimaev, avec une fiche de 10-0. C'est un des espoirs, mais tu sais, est-ce qu'il y a déjà rendu prêt? Il y en a un qui a 2 fois sa fiche. C'est littéralement, tu multiplies sa fiche par 2, puis c'est la fiche à Kamaru Usman. Ben, pour connaître un petit peu le background de Hamzat, Hamzat, à la base, c'est un Tchétchène, dont les... Fait un russophone dans la fédération russe. Le gars, à l'âge de 12 ans, il était déjà champion national de lutte et de sambo en Russie. Ah, ça m'étonne pas, il était impressionnant en esti. Là. Ses parents ont émigré en Suède. Fait que maintenant, il est suédois. Puis il est rapidement devenu le champion national de Suède avec une fiche totalement invaincue en lutte. Puis quand il a commencé le MMA, ben, là, il est encore invaincu. 10-0. Ouais, il est 10-0. 0 défaite. 10-0. 10-0. 10-0, c'est incroyable. Puis, comme je te disais, il a fait un combat amateur de grappling contre Jack Hermanson, qui est quand même un lutteur réputé, puis qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Puis, il a ragdoll Jack Hermanson du début à la fin. Là. Jack Hermanson, c'est sûr que comme c'est sûr qu'avoir une ceinture noire en brésilien puis genre être un champion de sport de wrestling, c'est aussi 2 choses différentes aussi là. Surtout si t'es juste en grappling parce que tu peux mettons avoir un bon ground mettons pour ton UFC puis avoir mettons
le sport du UFC, mais là, tu t'en vas te battre en que grappling avec un gars que ça fait 10 ans qui gagne juste des compétitions mondiales ou internationales de grappling. C'est un petit peu comme. C'est un peu encore une fois comme Floyd Mayweather qui s'en va se battre contre fucking. Voyons. On vient d'en parler là, tantôt. Là. Il donne le show. Ah, Connor. Oui, Connor, excuse. Voyons. Et il se bat contre Conor McGregor, mais genre, tu sais, là, tu t'en vas te battre contre un gars qui est au summum de son sport en boxe. Oui, tu fais de la boxe quand tu te bats en UFC, mais t'es pas un boxeur, c'est pas ça ta force. Là, tu t'en vas te battre contre un gars qui est au top de son sport. C'est sûr que tu vas te faire ragdoll, là. Ouais, mais d'une part, Ramzat est capable de ragdoll n'importe qui jusqu'à preuve du contraire. Là, il s'est pas fait ragdoll là-dedans. Mais en plus, tous les combats qu'il a donnés dans la UFC, jusqu'à présent, il a mangé aucune shot. Mais. Ah ouais, shit. Mais il a quel âge? Je pense qu'il a 33, 32. Ouais, il y a de l'air dans trentaine, en tout cas. Il est en plein dans le Golden Age. C'est ça, puis il est dans son prime en plus, fait que. Aïe aïe aïe. Il met les gens KO. Je veux dire, il est arrivé dans la UFC, il s'est battu à 170 livres. Il a gagné son combat au premier round par KO. Après ça, je pense que c'est 10 jours après, il s'est rebattu, il a gagné par soumission. Ensuite, il y a eu une pause de quelques mois, il s'est rebattu encore une fois, il a encore gagné, puis il n'arrêtait pas de se battre 170, 185, 170, 185. Là, il va rester à 170 maintenant, mais 4 combats en un an. Il venait d'arriver dans la UFC, il les a gagnés les 4, il a mangé aucune shot. Et puis il a joué avec son poids, hein. 15 livres perdre, prendre, 15 perdre. Hey, c'est beaucoup de. C'est beaucoup de. Ça fuck ton système, ça là. C'est pas facile à vivre, ça là. Non, ben il a pogné la COVID, puis c'est pour ça qu'il s'est pas battu dans la dernière année. Ah bon, ben. Là, on veut voir le match contre Chimaev versus Ousmane. Ça va être un fou match. Parce qu'il est anti-vax, là. Non, c'est juste qu'il a été malchanceux. Bon, au moins. Puis, un autre qui est intéressant aussi dans les 170, c'est Sean Brady, qui est l'autre invaincu de la catégorie de poids. 15 victoires, 0 défaites. Lui, c'est un Américain. Il est à 5 victoires d'affilée depuis qu'il est dans la UFC. As-tu dit Tom Brady? Sean Brady. Qui est pas Tom Brady. Non. Il n'y a pas d'histoire de ballon dégonflé. Là. Ok. Il s'est pas recyclé dans l'UFC. Non. Il n'y a pas à shake pour. Ah, moi, je paierais pour aller voir Tom Brady se faire casser la gueule. Il n'y a pas à shake pour. Ce serait génial. Ouais. Je le ferais se battre contre le YouTuber qui boxe, là, que tout le monde aime pas. Là, Jake Paul, ouais. Ouais, enfin, je vais aimer Jake Paul. C'est ça, tu sais, tout un show. Mais ouais, Sean Brady, c'est l'autre qui passe beaucoup en dessous des radars, beaucoup en dessous de tout le tumulte qui se passe. Mais son prochain combat, c'est pas encore officiel, mais ça se peut que ce soit contre Jorge Masvidal ou contre Hamzat. Ça pourrait être très intéressant d'avoir les deux prospects invaincus qui se battent l'un contre l'autre. Ouais, pour savoir c'est qui s'en va chercher la ceinture après, ça pourrait être nice. Exact. Puis il y en a un autre aussi qui est très intéressant, c'est Vicente Luque. Je connais pas lui. C'est un prospect depuis une couple d'années déjà dans les welterweight. Il est en ce moment 4 victoires d'affilée, il est 21 victoires, 7 défaites. Puis il pète tout le monde. Sa seule défaite dans les 2 dernières années, ça a été contre Wonderboy Thompson, contre Steven Thompson. Il est pas mal en fin de carrière aussi, mais ça reste un des meilleurs kickboxers à avoir fait du MMA. Fait que c'est quand même très difficile à combattre. Mais depuis ce temps-là, il a super bien rebondi. Il est à 4 victoires depuis cette défaite-là. Puis il est pas mal en liste pour être le prochain contender si Leon perd ou peu importe qui gagne ou qui perd. Ça risque d'être lui pas mal le prochain contender. Là. Nice, on a hâte de voir ça. Middleweight, welterweight, 2 grosses divisions comme d'habitude. Fait que toujours bien le fun à regarder. Là, on va s'en parler tout de suite là, avant de changer. Là, faut que je dise mes niaiseries. Là.
C'est quand, là, qu'on va avoir de Batty, là, dans ces catégories-là, là? C'est la C'est prochaine. quand, là? Hein? C'est la prochaine catégorie dont on allait parler, justement. Je le sais, mais moi, je le veux pas dans ces catégories-là. Moi, je le veux dans welterweight, middleweight. Moi, je veux Patty. OK? Patty. Padé, là. Batty de Patty Bimblet. Est lui, là? Là, c'est mon gars. Moi, je mets mon cash sur ce gars-là, anytime. Pis ça n'a pas rapport avec le talent, même s'il y en a quand même. Honnêtement, là, c'est un bon Jack. Mais genre, c'est juste son attitude, pis sa coupe champignon. Genre, il est juste comme, let's go, genre, je viens de Liverpool. Ça là, moi c'est quand qu'on décide que Paddy, c'est notre gars, genre? Quand il faut faire des gros combats à gros profil. C'est quand qu'on fait ça? Je pense que ça va s'en venir très rapidement parce que le gars était déjà connu mondialement avant d'embarquer dans la UFC. Puis ça a été justement un de ceux qui a signé dans la UFC que les gens s'attendaient le plus à voir. Eh oui. Il était champion de l'ancienne, de la version de l'UFC, mais en Europe, en Angleterre. Celle où Connor a été champion dans 2 catégories avant d'aller dans la UFC. Il a été champion lightweight, featherweight là-dedans. Fait que là, il vient de monter lightweight depuis qu'il est arrivé dans la UFC, puis quel combat! Quel combat dans le pro, là! C'est ça qui est spécial, c'est que ce gars-là, à chaque fois, t'es juste comme, ok, c'est pas sérieux cette histoire-là, puis là, t'es comme, oh, mais ça, c'est une belle combinaison, ça, c'est une super belle soumission, ça, c'est une belle transition, puis il fait des surprises. C'est comme si on s'attendait vraiment à ce qu'il soit vraiment Ratchet. Puis là, on est comme, oh shit, ok, il est sérieux. Mais le gars, il est. Vraiment Ratchet. The Ratchet got moved. Ouais, mais je veux dire, on s'attend pas à ce qu'il gagne. Il est comme un peu l'underdog. Tu sais, le gars, il est 17-3. De ces 3-là, t'en as 2 que c'est des décisions, tant qu'à moi, qui sont des mauvaises décisions. Puis l'autre, c'est une soumission. Il est comme, hey, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Mais le gars, il est quand même. Il est 17-3, puis il a une bonne fiche. Puis je sais pas si c'est 17, c'est pas 17 d'affilée, là, mais. Il y a une couple de victoires d'affilée là-dedans, quand même pas pire. Écoute, moi je le veux, ce petit blondin-là. Là. Il y a quelque chose de. Je sais pas. Il amène de la vie dans la UFC. Il y a des matchs qui sont dull un peu, pis t'es juste comme, oui, ils sont bons, oui, c'est fort, c'est athlétique, le niveau il est haut, mais qu'est-ce que c'est dull? Lui, il est pas dull, c'est juste le fun à regarder, genre. Ouais, ben, il me fait penser un petit peu à Tony Ferguson, mais avec plus de torque encore. Ouais. Puis en plus, il parle bien, il paraît bien en entrevue et tout. Ce qui est une partie quand même importante d'un combat. Hein? Faut mettre directement de l'avant ta personnalité pour que l'autre soit intimidé. Parce que c'est le seul endroit encore permis où tu peux intimider des gens, la UFC. Ouais. C'est vrai. Ben ça, puis genre la commande à l'auto du McDo, genre à côté de chez nous. Oui, bien entendu. Mais bon, on change pas des formules gagnantes. Non, c'est ça. Mais Ali, ce qui est intéressant justement, c'est toute cette personnalité plus grande que nature, que c'est un peu un heel, mais tellement attachant, ce qui est un petit peu niaiseux, un peu ratchet, comme tu dis. Ouais. Mais derrière ça, je veux dire, si tu regardes juste le combat qu'il a fait dans la UFC, tu te dis, ok, ce gars-là, il va jamais se rendre dans le top 5, là, il a mangé ben trop de shots, il a failli se faire mettre KO au premier round, même s'il a gagné par KO et tout. Ouais. Tu te dis pas que ce gars-là, il va gravir les échelons, mais si tu regardes ses vieux combats dans l'ancienne fédération dans laquelle il se battait, le gars, c'est une machine de soumission, là. Ouais. Il a pas encore montré toutes ses armes, là. Non, vraiment pas. Puis écoute, il a fait quoi? Un combat dans la UFC officiellement? Mm-hmm. On en veut plus. Là, ils l'ont signé, je pense qu'ils viennent de le signer, là. Là, il va en avoir plus de ces combats-là. Moi, j'ai hâte de voir ce dude-là. Là. Moi, je veux qu'il gagne. Moi, je veux qu'il se rende loin. Je veux que ce style underdog-là, il se rende loin, là. Tu comprends pas, là. Je le veux. Ah, le champion que ça donnerait, là, s'il réussit à s'y rendre, là. Oh, ce serait drôle, mais ce serait pas drôle en même temps. Who's gonna dethrone the Paddy? Hey! Ça serait très de ça, genre, ça serait très de ça. Puis là, il y aurait genre des groupies, puis il y aurait des chicks dans le bas, ce serait juste comme Paddy, he from Liverpool, tu sais, puis il y aurait genre ces chicks un peu cockney, genre, qui parlent tout croche avec lui, ce serait insane. Ce serait juste insane. Oui, donc il faut plus de Paddy, ça c'est sûr et certain. Plus de Paddy. T'as-tu un autre prospect qui est pas... Très tough. 155 livres, là, c'est la catégorie la plus stack historiquement, puis même encore aujourd'hui, je veux dire, n'importe qui dans le top 10 pourrait être champion. Définitivement. Puis avec legit odd, là. Ouais.
sais, si vous voulez miser pis vous connaissez rien à UFC, là, misez sur du lightweight, allez-y au hasard, puis t'as des aussi bonnes chances que pretty much n'importe qui. Écoute, ça revient un peu à ce qu'on disait un peu pour la middleweight, dans le sens où est-ce qu'à ce niveau-là, les shots font toutes mal pareil. Rendu là, c'est vraiment, on le sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment, c'est quasiment même de la chance un peu. Là. Tu sais, tu peux flip un coin, puis ils sont tous aussi bons ou autant. Ils ont tous autant de chances de se rendre dans le fond. C'est ça qui est intéressant parce que le roster est tellement vaste, ils sont capables de pool genre assez d'athlètes pour que le show soit bon, tu sais. Ah oui, exact. Je veux dire, depuis que Khabib est parti, qui était le champion incontesté, invaincu, 29 victoires, 5 défenses de titre, tu sais, il y avait quand même, encore aujourd'hui, t'as Justin Gaethje qui est dans le top 5, qui lui a été champion intérimaire, Dustin Poirier qui a été champion intérimaire aussi, il y a Michael Chandler qui vient du Bellator, là, il est à 2 défaites, une victoire dans la UFC, mais il a été champion plusieurs fois dans la Bellator, puis je veux dire, il est passé à ça, d'être champion de la UFC là, dans son combat contre Charles Oliveira. Ouais. Charles Oliveira, qui pour plusieurs sort un peu de nulle part, il a toujours été dans la UFC, il se battait featherweight, mais c'était toujours des up and down, puis depuis qu'il est passé lightweight, je pense qu'il a 11 victoires d'affilée. Ouais, il est plus stable en lightweight. Puis là, il vient de défendre sa ceinture contre Dustin Poirier. Moi, personnellement, je pensais que Dustin allait l'éclater. Mais c'est des flips, c'est ça qu'on dit. Fait qu'il y a, il y a des bonnes... Il y a autant des bonnes chances de garder sa ceinture que des bonnes chances de la perdre. T'sais, il y a 50% de chances qu'il va garder sa ceinture toute l'année, puis 50% de chances qu'il va à lose. Mais honnêtement, après les combats qu'il vient de faire, je veux dire, le combat contre Chandler, il a failli se faire mettre... il s'est fait prendre en guillotine, il s'en est échappé. Ouais, c'est vrai qu'il s'est échappé de trucs vraiment cool, mais comme... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est rare que quelqu'un va se rendre à comme ça. Il se rendra pas à 5 défenses. Là. Ouais, mais je sais pas, il y a cette mentalité aussi de Brésiliens qu'eux autres, c'est vraiment des warriors, des combattants. C'est vrai. Puis... Ils ont l'orgueil qui va loin, là, dans le sens où est-ce qu'ils vont peut-être plus s'endommager, ils vont s'handicaper longtemps pour pouvoir... Dire qu'ils ont gagné. Ouais, genre, tu sais, c'est un peu le... C'est beaucoup ce que je reprochais aussi quand on a parlé de nos Gracie dans nos autres vidéos, c'était un peu ça le problème que je leur donnais, c'est que, oui, mettons, ils ont été une famille légendaire, mais c'est quoi le prix, tu sais, je veux dire, la moitié... Écoute, ils doivent shaker, puis ils ont des petits zizi tout rikiki à cause de toute la dope qu'ils ont pris. Fait que j'ai du handicap longtemps pour du fame que, à longue, oui, c'est du bon fame, mais je veux dire, tu peux pas manger du fame à 85 ans parce qu'il te reste plus d'argent, tu sais. Ouais, ça te prend comme tu mets du côté humain dans tout cela, mais faut pas oublier qu'avant d'être des humains, c'est des combattants. Exact. C'est vrai. Avant tout ça, c'est des combattants. C'est vrai, du pain et des jeux. Du pain et des jeux. C'est vrai que oui. Puis il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Ces gens-là ne sont plus des êtres humains. Ça fait partie de notre... Tu sais, dans le temps, on avait des matadors. Puis là, on est rendu avec des combats de gladiateurs en live. Bimblett, il pourrait pas aller travailler genre comme col blanc, genre à Ville de Longueuil. Tu sais, ça marcherait pas, là, tu sais. Non, exact. Je veux dire, la seule autre job pour laquelle il serait qualifié, c'est policier. C'est vrai. Non. Brutalité gratuite, tu peux tirer sur le monde sans poser de questions. Mais il travaille même trop fort, le syndicat fait pas ça. Oh, c'est vrai. Il travaille même trop fort. Tu vois, cet itinéraire-là, t'as même pas utilisé ta matraque dessus. Là, ça aurait pu être dangereux pour toi. Tu sais, tu vois... C'est vrai. Première chose que tu dois faire, c'est tirer sur la personne, pas lui faire une clé de bras. Ouais, ben là, ils ont commencé à arrêter de faire ça. Des clés de bras random? Non, tirer sur le monde, tu sais. Là, on va passer quelques divisions un peu plus rapidement. Les autres divisions, je m'y connais moins. En tout cas, si vous avez des choses à dire, gênez-vous pas, là. Mais on va passer à la Featherweight Division. Ben, juste pour finir rapidement sur les lightweight, parce qu'on a pas... Je trouve qu'on n'a pas assez parlé des prospects. C'est tellement stack, cette division-là. Mais je te laisse y aller, parce que pour moi, quand c'est trop stack de même, je lance un dé, puis... Je vais dire à Curse, comme que j'ai dit quand on est au lit ensemble, prends le contrôle, Curse. Juste vas-y, prends le contrôle. Take it all. Il y a Beneil Dariush qui est sur une série de 7 victoires, qui a battu Tony Ferguson. Là, il s'en va se battre contre Islam Makhachev, qui est le Khabib, le nouveau Khabib, aussi de la catégorie. Khabib 2.0. Islam qui est à 21 victoires, une défaite. Ils sont cousins.
son cousin. Puis Islam, il va se pogner contre Bilal Dariush. Puis tout en bas de la liste, qui est 10e au classement, qui s'est pas battu depuis 2 ans, c'est Gregor Gillespie, qui est All-American, champion All-American de lutte. Que tout le monde voyait déjà comme le prochain champion lightweight, celui qui allait pouvoir battre Khabib parce que c'est un lutteur incroyable. Finalement, il s'était fait mettre KO par... je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, il s'était fait mettre KO. Puis, il est revenu sur le devant de la scène. Là. Il a une victoire dernièrement. Puis là, il vient de call out Tony Ferguson. Fait que ça pourrait être très intéressant comme combat. Tony qui est en fin de carrière, mais qui peut encore donner des beaux combats. Fait que Gregor, moi, je pense que ça pourrait être très intéressant. Ben, qui va se rendre loin dans le classement. Puis sinon, ben, Islam, à mon avis, c'est le prochain champion. Ouais. Définitivement. C'est sûr qu'on met notre cash dessus un peu dans le sens parce que comme si c'est un proven track, là, c'est une formule gagnante. Là, c'est difficile de départir d'une formule gagnante, mais je veux dire, il est tellement dominant. C'est difficile de voir qui serait capable d'aller l'accoter, mais tu sais jamais, tu sais, un combat de trop, un combat où est-ce qu'il est plus blessé, puis là, il y a de la misère à revenir, puis il y a quelqu'un qui prend cette opportunité-là. C'est ça un peu le problème de ces divisions-là, c'est que un coup de mal placé, c'est un genou en quelque part, puis là, ta carrière à drop parce que, genre, soudainement, t'es plus capable de keep up avec le reste. Fait que c'est tellement difficile de... Si tout va bien, là, Israël, là, Ben, Islam Makhachev, à mon avis, Islam, excuse. c'est le prochain champion. Je pense que dans le top 5 en ce moment, ben, Justin Gaethje va sûrement se battre pour la ceinture prochainement aussi parce qu'il a une coupe de victoires d'affilée. Mais bon, passons aux 145 livres parce que là aussi, c'est une division qui est très très stacked en ce moment. Le top 5, il pourrait tout être champion aussi. Là. C'est en train de se faire la même affaire que pour le lightweight. Puis, je sais pas c'est qui que vous aviez en tête là, pour les plus. Je connais rien de featherweight. Rien pas en tout. J'en connais même pas. Je suis moins verse dans Feather, là, à part Paddy. Paddy est dans toutes les divisions, by the way. C'est ça. Fallait change son poids pour combattre dans toutes les divisions au plaisir de GM. Lui, il change la catégorie pour le mettre dedans. Il change les règles. Ils mettent genre, ils mettent un sabot, genre tu sais les sabots là pour les chevaux là dans son pantalon pour être sûr que dans pesé soit bien lourd, tu sais. Non, exact. Ouais. Paddy Pimblett, c'est le seul prospect qu'au lieu de prendre du poids, il prend de la graine pour être sûr de faire le poids. Merci de toutes ces indications sur la vie de monsieur. On continue, on est rendu à... On est rendu à une heure de GM. Une présentation de Eros et compagnie. Oui, évidemment. Oui. Eros et compagnie qui, cette semaine, nous offre une pompe à pénis, la pompe Paddy. Justement. Quand tu pompes, ça fait « Hey, it's Paddy! It's Paddy! » C'est pour tenter ton tati. C'est terrible. Get a big pimblet like Paddy! Yeah! Évidemment, c'est aussi sponsorisé par les perruques de Paddy Pimblett que tu peux acheter dans tout bon magasin érotique. Oui. Moi, ma blonde, elle voit ses cheveux-là, puis elle est comme... go! Let's go! Hooligan-moi. Ah, ouais. Dis-moi quelque chose de British comme Bottle Water ou... Right. Ouais. Ben ouais, les 145 en ce moment, Alexander Volkanovski, qui semble pas prêt de perdre sa ceinture, avec 2 victoires d'affilée contre Max Holloway. Là, il vient de battre Brian Ortega, qui a failli le battre de ça. Je sais pas si vous avez vu ce combat-là, mais Brian Ortega qui... Il est pas parti pour avoir une longue carrière, ce gars-là, parce qu'il se fait tellement malmener dans ses combats, mais il veut pas arrêter. Il y en a qui sont de même, hein. C'est comme no matter the cost. Je pourrais faire 40 fights, mais je préfère faire 8 puis qu'ils soient glorious. Mais tu sais, c'est quoi qu'ils vont faire rendu là? Tu t'es tellement investi pis t'as tellement mis ton temps là-dedans que c'est difficile après ça de te revirer de bord puis de dire je suis un comptable, tu sais. Non, c'est ça. Mais en même temps, est-ce que tu as envie d'être connu éternellement pour celui qui a toujours eu que des médailles d'argent? Ben écoute, c'est déjà pas mal mieux que moi. Là. Moi, je vais être connu comme J'ai même pas de médaille.
Le gars qui a eu aucune mégaille à son podcast de gens qui s'écoutent parler. Fait que c'est pas, c'est pas mieux 2020, mais. Ok, ben écoute, moi je pense que pour la prochaine année, une des choses qu'on pourrait essayer de faire, c'est de te faire rentrer en contact avec Paddy Pimblett Ok. comme le plus grand fan québécois de Paddy. Puis Ouais, ok. il va te remettre une médaille. Tu penses-tu que si je me fais tatouer Paddy Bimblett sur le chest, il va genre liker, il va Ouais. me liker sur Instagram? Tu Il penses? va retweet même. Non, Il juste va sur le retweet pubis. mon Instagram, cool. Juste sur le pubis, puis c'est Il va marqué prendre une Hey, photo it's pour la mettre sur Paddy! Twitter. Look, it's Paddy! Mon pube, c'est genre ses cheveux, genre. Turt. Tu les aplatisses puis tu les blondisses. Oui, c'est ça, exactement, je l'ai bleaché. Oh my god, c'est tellement casse ce que je viens de dire. Ok, continue dans ta division. Fait Alexander Volkanovski, pour ceux qui le savent pas, le gars, avant de se battre à 145 livres dans la UFC, c'était un champion néo-zélandais de rugby. Fait que le gars, quand il jouait au rugby, il faisait 220 livres. Là, il Ouais. se bat à 145. Quand même Comment il a assez fait? impressionnant. Comment tu fais pour Euh, perdre 60 livres? je le sais pas, mais ce gars-là, il est capable de faire ça. Il est aussi champion national de lutte gréco-romaine en Nouvelle-Zélande. Puis il est extrêmement fort parce que, je veux dire, le gars, il joue au rugby. Là. Ouais, Il à se bat- 220 livres. il faisait 220 livres, puis on s'entend au rugby, 220 livres, t'es dans la T'es moyenne middle un class, peu. ouais, Il y a ouais. des gens qui sont pas mal plus T'es- lourds que toi. Là. T'es très light, là. Mais tu sais, comment le gars a fait pour passer de 220 à 140 livres? Y a pas, je- Ben, de la I, Comme- man. Ouais, ben là, c'est beaucoup de I, ça, là, le gars, là. C'est beaucoup de I, là. Ouais, il est sponsorisé par la roulotte de Met juste en arrière de chez nous dans la ruelle. Ah, ok. La roulotte de mètre en arrière de Shakers. Ah! Ben, qu'est-ce qu'il est juste. Il a un corps très flexible. Il y a du monde qui ont une génétique aussi qui leur permet ça un peu plus que d'autres. Ouais, là. mais hey, c'est 80 livres. Tu le sais pas, man, il y a peut-être des cuisses qui flappent, là, pis tu le vois pas, là. 80 livres, là, c'est genre un enfant de 12 ans. Ouais, ouais. Il a perdu en lui un enfant de 12 ans en dedans de Ouais. combien de temps? C'est parce Les qu'il. parents sont contents de l'avoir. Ouais, c'est ça. Il avait capturé tout ce temps-là. Mais c'était ça où je jouais pas au rugby. Ouais, c'est ça, tu sais. Oh my God, c'est Euh, Ben, il y a une quelque fiche chose. vraiment impressionnante, là. c'est vraiment quelque chose, puis sa fiche, comme tu le dis, très impressionnante. Dans la UFC, en plus, totalement invaincu. Mais là, l'affaire, c'est que Max Holloway, qui est quand même perçu par beaucoup de gens comme le plus grand featherweight de tous les temps, le premier à avoir vraiment battu pour de vrai José Aldo, là, pas juste un petit 3 coups de poing comme Connor avait fait. Ben Max Holloway, depuis qu'il a perdu contre Volkanovski, il a super bien rebondi. Là, il est sur une série de 2 victoires. Son dernier combat, c'était contre Kelvin Cater, qui est un combat légendaire. Je veux dire, à la fin du dernier round, après avoir malmené son adversaire pendant les 4 premiers rounds, toute la première partie du 5e round, à un moment donné, pendant le combat, il fait juste se retourner vers les présentateurs, puis il dit I'm the best boxer in the UFC pendant que l'autre essaie de donner des coups de poing, puis il les évite tous sans le regarder. Après ça, il le punch, puis il finit par gagner le combat. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Ce gars-là, c'est quelque chose d'intéressant. Je l'ai fucking vu. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi qui est avec ce gars-là, c'est que ce gars-là, il a perdu à peu près toutes ses défaites, pas par knockout ou soumission, par décision. Donc le gars, il a pas juste été, il a pas été malmené par son adversaire, il a été malmené par la fédération, là. Quand tu perds 5 décisions, ouais, 5 décisions, t'as 5 défaites par décision. À un moment donné, il y a quelqu'un à quelque part qui t'aime pas. C'est plate à dire, là, mais. Ou ton style fait pas de points dans son système, là. Ben. Oui, puis non, il y a quelque chose aussi. Il y a comme un. Il représente pas nécessairement ce que les gens dans la UFC sont prêts, mettons, à voir puis à mettre de l'avant. Tu sais, des fois, il y a des fighters qui sont plus. Tu sais, dans ce genre d'association-là, ils veulent mettre des fighters de l'avant, mais t'as pas le choix de prendre des bons fighters pareil. Fait que t'as des fighters que tu veux pas nécessairement mettre de l'avant, mais t'es obligé de les garder parce que c'est des crises de bons fighters. Fait que j'ai comme l'impression que ce gars-là, c'est un peu un genre de comme c'est un peu comme le mouton noir de sa division. Dans le Je sens dirais que qu'ils c'était veulent. le cas au début, mais Ouais.
Mais il s'est rapidement imposé comme un incontournable parce que lui, quand il a commencé dans la UFC, c'était, et je pense encore à ce jour, c'est le cas, non, c'est pas vrai, il y en a eu un plus jeune par la suite, mais back in the day, c'était le plus jeune de tout le roster de la UFC qui avait été signé. Il a commencé à 21 ans dans la UFC. C'était un petit jeune, il a presque jamais fait de sport de combat avant le MMA en plus. Puis là, un des premiers combats contre qui il spawn dans la UFC, c'est Conor McGregor, qui vient d'être signé par la UFC, qui était champion en Europe. Il a perdu par décision contre Conor, qui à l'époque était la machine à abattre, qui était imbattable. Star montante du Euh, UFC. Puis, en fait, son premier combat dans la UFC, c'était contre Dustin Poirier. Puis il s'est fait soumettre par Dustin Poirier, puis après ça, il a perdu contre Conor, puis après ça, il a gagné tous ses combats, puis il a battu José Aldo, il est devenu champion à l'âge de 27 ans, il est un des plus jeunes champions de l'histoire de la UFC. 4 défenses de titre, si je me trompe pas, 3 défenses de titre. Il a perdu contre Volkanovski. Aujourd'hui, il a 30 ans. Il a 30 ans, puis il a déjà été champion. Il va être dans le Hall of Fame, puis il commence à être dans son prime. Ouais, effectivement. Il peut encore aller le rechercher une couple de fois s'il veut. Mais il va Vraiment, aller la ben, chercher, il est à là. combien, lui, là? Il est à... Il est Mon dernier à combat, il l'a fait à quoi? Il l'a fait à... 145, il est à 23 victoires, 6 défaites, 2 victoires d'affilée. Son dernier combat, c'est contre Calvin Kattar, où il a établi un nouveau record de nombre de coups landés sur son adversaire en sa crown, 745. Il serait-tu capable de prendre 15 livres puis de monter d'une division? Il a essayé, quand il était champion, il a essayé, il est allé se battre contre Dustin Poirier pour la ceinture intérimaire, puis s'il gagnait, il allait se battre contre Habib, mais il a perdu contre Dustin en décision en 5 rounds. Puis, petite anecdote d'ailleurs là-dessus, c'était son fils, à l'époque, avait, je pense, 7 ans, 8 ans, puis son fils a pleuré en voyant son père perdre, parce que c'était la première fois depuis qu'il était venu au monde qu'il voyait son père perdre. C'est quand même funny. I'm cute. C'est très cute. Mais depuis Il ce est temps-là, bizarre, il a là, perdu... il a comme une face bizarre. Il était vraiment punchy bizarre, puis son nez est comme un peu comme cassé, là. Fait que... Ouais, Ouais. ça lui va bien. Ben écoute, un fighter, là. Ça, c'est comme moi, je me bats contre un gars qui fait du UFC, puis qui fait genre du wrestling, puis tout, puis t'as pas d'oreille en chou-fleur. Je suis comme... Bah, c'est peut-être quelqu'un qui a une bonne hygiène d'oreille, là, qui se draine après, puis... Ouais, peut-être, mais ils en ont toute une. Ils en ont toute une, mais pas Colby. Colby Covington, dont on n'a pas parlé dans les 170 livres, mais qui est le seul à avoir donné beaucoup de problèmes à Kamaru aussi, à part Gilbert Ouais. Burns. Lui, il n'a pas d'oreille en chou-fleur. Puis pourtant, il était division 1 de lutte. Mais bon, mon but, c'était pas de te donner tort, GM, là. Il y a C'est pas ça peut-être le but des du podcast. oreilles de génétique comme supérieures qui deviennent pas des chou-fleurs. Puis peut-être que c'est pas un légume qu'il apprécie, tu sais. Peut-être que le gars a des oreilles plus carottes ou... Est-ce que vous avez d'autres C'est ma choses à joke. dire sur la Featherweight Division? Parce qu'on est rendu à 1h15 à peu près. Ben, S'il à vous la plaît, on finit base- pas sur cette gag-là. À la base, je voulais parler de Giga Chikadze dans les 145, qui est ancien champion de kickboxing, qui était sur une série de victoires incroyables. Puis il s'est battu samedi, donc hier, contre Calvin Kattar. Moi, j'avais Ça me dit quelque l'impression chose. qu'il allait gagner ce combat-là. Calvin, qui justement avait perdu contre Max Holloway en mangeant 745 shots dans la face pendant 25 minutes. Ben, Calvin, il a super bien rebondi, puis il a battu Giga Chikadze, qui lui venait de battre Edson Barbosa, ancien champion du monde de Muay Thai, qui a été un contender dans les lightweight en plus, là, puis il l'a mis KO. Fait que pour moi, Giga Chikadze, c'était le prochain contender, mais là, il vient de se faire battre par Calvin. C'est ça. Puis, Il y a du gros mouvement là, dans les derniers fights. Fait que... énormément de mouvements, fait que là, c'est sûr et certain, le prochain contender, c'est Max Holloway. Ça a même été confirmé qu'il allait se rebattre une 3e fois contre Volkanovski. On se rappelle qu'il a perdu les 2 premiers combats, même si beaucoup pensent qu'il les a gagnés, chaque fois par décision. Puis, il y en a un autre dans la division que peut-être vous connaissez pas, mais qui, il y a 2 ans de ça, était vraiment vu comme le prochain champion, puis celui qui pouvait battre Max Holloway, c'est Zabit Magomedsharipov.
Répète ça. Zabit Magomed Sharipov. C'est un grand gars de 6 pieds qui se bat à 145 livres, une échalote. Oh my Puis god. 18 victoires, une défaite. Il est sur une série de 14 victoires. Il s'est pas battu dans les 2 dernières années parce qu'il y avait eu des blessures puis des petits conflits de contrat. Mais là, c'est confirmé qu'il va se rebattre dans la prochaine année. Puis lui, à la base, il devait se battre contre Yair Rodriguez, qui était un autre contender dans cette catégorie de poids-là aussi. Puis c'est jamais arrivé, ce combat-là. Mais si c'était arrivé, l'un des deux allait se battre pour la ceinture. Makes sense. Fait que là, Zabit, ça a été confirmé qu'il allait faire un retour très bientôt. Puis ce gars-là, là, c'est un ninja. Là. T'as jamais vu quelqu'un voler partout, dans tous les sens. Puis il est aussi bon en pied-point qu'il va être bon au sol parce que c'est un russe. Fait que c'est Frank Dukes, dans le fond. C'est ça que t'es en train de me dire. Genre. Nice. Genre. Je veux dire, les ninjas de Beverly Hills peuvent aller se rhabiller. Là. Oh my god. As-tu écouté ce film-là? On n'a pas le temps de parler de ce film-là, d'où. Ah, gros. Écoute, ce film-là, c'est... Écoute. Écoutez Bantamweight. truc. Oh Bantamweight. my god. Si tu veux voir quelqu'un, genre, chier sa culture japonaise pendant 1h20, là. Ouais, un film qui a bien vieilli, c'est ça? Oui, exactement. Non seulement ça a bien vieilli, mais... Ah, man, le gars, il est ça à coke. Continue, Alex. Merci, Bantamweight. Est-ce que vous avez des informations sur cette catégorie-là? Une catégorie qui est très très stacked en ce moment, puis qu'il y a eu pas mal de chaises musicales pour la ceinture de champion, parce que encore un autre russe, on est pas mal dans la décennie des Russes en ce moment qui reviennent sur le devant de la scène, puis ils ont toute une base de lutte incroyable qui fait en sorte qu'au sol, quasiment impossible de les soumettre. Puis, ce qui se passe, c'est que celui-là en particulier, un petit dude de 135 livres, Peter Yan, qui s'entraîne en Thaïlande parce qu'il était champion de Muay Thai à l'international avant. Puis, le gars, il KO du monde à 135 livres en un coup de poing. Mais en Thaïlande, 135 livres, ça doit être la division moyenne. Ouais, mais c'est quand même pas un poids classique de knockout, là, c'est plus ça, là. Je dis pas ça pour être méchant, là, mais moi je pense qu'en Asie, les divisions, les poids sont plus bas. Là. Je veux dire, c'est rare que t'as un... Non, on est d'accord, c'est juste que comme... Ça reste, c'est plus tough knocker quand tu pèses 100 livres que quand t'en pèses 250. Là. À moins que tu tapes sur quelqu'un qui pèse aussi 100 livres. Là. Mais... Le gars, c'est une toute petite armoire à glace de 135 livres avec des épaules extrêmement larges, que tout ce qu'il fait, c'est Counter-Strike. Fait qu'il il va encaisser des coups, il est jamais trop en mauvaise posture. Des fois, il tumble un petit peu, mais il va manger 5 shots, en redonner une qui en vaut 10. Ouais. Ben, souvent, c'est ça, c'est les gens qui viennent du Muay Thai, surtout comme dans les anciens champions de Muay Thai. C'est très peu du kickboxing ou genre du sol qu'ils font. Dans le fond, les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent de juste continuer genre à dish du punishment, puis au fur et à mesure que les gens essayent de les take down, c'est là un peu qu'ils vont chercher leur game le fun, parce que eux autres, leur but, c'est juste de pas se faire take down, puis de te casser plus la gueule pendant que tu essaies de les take down. Puis c'est une formule qui a été gagnante pour beaucoup de fighters, surtout dans les plus petites divisions, moins dans les grosses, parce que quand t'as 300 livres qui te foncent dans les genoux, tu crisses le camp par terre anyway. Mais comme... Il y a beaucoup de fighters que ça a été un peu leur signature de dire je vais savoir juste assez de ground pour genre faire 2-3 techniques, pas être capable de me faire takedown, mais juste comme de dish out une chier de punishment quand tu vas essayer de me takedown. Puis si ça marche, c'est un gamble. Ça passe ou ça casse. Là, si tu le fais bien, ça fonctionne bien, mais sinon... Ben, moi, ce que je vois vraiment, c'est... Ce que j'ai remarqué avec ce monde-là qui ont des backgrounds de Muay Thai, mais tu sais, Muay Thai thaïlandais. Là, ouais, Muay Thai, là. C'est tu vas les frapper 5, 6, 20 fois, être peut-être plus rapide qu'eux ou quoi que ce soit, mais la shot que tu vas manger d'eux, ouais. Tu vas te demander pourquoi t'as embarqué dans l'arène contre eux. C'est ça. Tu vas les frapper 20 fois, eux autres ils vont quasiment pas bouger, ils vont réussir à te toucher une fois, puis tu vas te dire fuck, pourquoi j'ai signé pour ça. Ouais. Dans le fond, eux autres ils ont le perk Rage, c'est que au fur et à mesure que tu leur tapes dessus, ça fait genre monter leur Rage Meter, puis quand le Rage Meter il arrive au bout, il dish out un esti de fucking rage shot qui va juste comme... Ouais, avec 100% de chance de crit. Ah ouais, genre d'être ça. Fait il y a le perk que genre à chaque shot qu'il mange, son crit meter il augmente. Puis quand il arrive, mettons, genre à 80%, il te shot, c'est sûr qu'il te shot à 80%, comme 80% de chance de crit.
C'est ça, puis je veux dire, la seule défaite qu'il a dans la catégorie actuelle, Peter Yan, dans les UFC, c'est pour une disqualification pour un coup de genou illégal. Fait que le gars qui est champion en ce moment, il est champion par intérim, par défaut, parce Ouais. qu'il a gagné le combat par C'est défaut. quoi le coup de genou qu'il a donné? Il a-tu fait un... Le gars était au sol, puis il a donné un coup de genou dans la face. Ok. Fait que ça, c'est totalement illégal. Parce que c'est bien trop dangereux. C'est ça, mais tu sais, j'enlève rien à l'actuel champion, Aljamain Sterling, qui est quand même. Il a sa place dans le top 3, là, mais il était en train de perdre ce combat-là. Puis, Ben, c'est sûr que quand t'es rendu à manger des coups de genoux dans la face, c'est sûr que ça va pas bien non plus, là. non, c'est ça. Mais là, ils vont se rebattre, puis ça risque de très mal se passer pour lui. Mais ce qui se passe, c'est que dans cette catégorie-là, il y a d'autres personnes qui sont aussi. C'est une autre catégorie qui est extrêmement stack parce que tu as TJ Dillashaw qui est revenu après son 3 ans de hiatus parce que il était dopé comme c'est pas permis, puis il s'est fait pogner. Mais TJ Dillashaw, qui était un champion quand même très incontesté, là, il a pas mal dépassé son prime, mais il pourrait donner une bonne shot pour la ceinture encore une fois. Il y a aussi Dominic Cruz, qui a été champion pendant très longtemps dans cette catégorie-là, puis qui était l'homme à abattre, littéralement, que tu as Uriah Faber avec Alpha Male, son camp s'appelle Alpha Male, qui est quand même très paradoxal parce que c'est le camp par excellence pour tous les petits. C'est ça qui est, c'est peut-être ça le gag, ça en même temps, là. Mais tout le camp autour de ça tournait autour du fait que ils allaient réussir à former quelqu'un pour battre Dominic Cruz. À un moment donné, ils ont été capables, mais ce gars-là s'est fait battre par TJ Dillashaw. D'ailleurs, vient de ce camp-là aussi. Ok. Puis là, il y en a un autre qui est arrivé dans les 135 livres, qui était l'ancien champion des 145 pendant presque 10 ans. C'est José Aldo. José Aldo, qui est un des plus grands combattants de l'histoire du MMA. Aussi un champion de Muay Thai, d'origine brésilienne. Lui, non, c'est pas pendant. Ouais, pendant 10 ans, il a été invaincu en MMA. Puis il a été champion de la featherweight. 10 ans? Ouais. Wow! Ah, il est fort, là. Il est Très, vraiment très fort. impressionnant. Il a perdu sa ceinture contre Connor en 11 secondes. Mhm. Puis après ça, ouais, mais il est redevenu champion après, puis il a perdu contre Attends, Max c'est Holloway. quoi cette histoire-là? Là? Comment Ouais. est-ce qu'un gars qui était invaincu pendant 10 ans peut perdre contre Connor? Un en mauvais 11 mouvement. C'est juste ça que ça prend, là. Tu fais un mauvais mouvement, tu te fais knocker, bah, C'est quoi, il a ou kické dans une la face? soumission, puis c'est fini. Connor, il est très réputé pour talk shit. Ouais. Puis là, c'était encore au début où les gens connaissaient pas trop Connor, mais qui était quand même très connu, là, mais que connaissaient pas trop le fait qu'il avait toujours talk shit et tout ça. Puis José Ok. Aldo, lui, il a vraiment pris la mouche. Il l'a Quand pas le pris, combat ouais. a commencé, il a foncé vers Connor, puis Connor l'a juste counter en 11 secondes. Non. Ouais. Ouais. Ah non. Il est tombé de son piédestal très très vite à cause de ça. Puis, Ah non. mais là, depuis qu'il est redescendu à 135 livres, il a 3 victoires d'affilée. Il s'est battu contre Peter Yan. Il a perdu contre Peter Yan. C'est comme ça que Peter Yan est devenu champion. Mais c'est un très très beau combat. Puis là, il est sur une bonne lancée. Puis ce qui se passe, c'est qu'autant il était invaincu pendant 10 ans, c'est un vieux de la vieille entre guillemets. Ouais. Autant il a 34 ans, 33 ans. Fait qu'il est encore jeune. Là. Il peut encore se battre dans son facilement prime, comme là. un 6-7 ans encore, là. Il est théoriquement encore dans son prime. Puis le gars, il a 31 victoires, 7 défaites. Là. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Là. Puis il est quand même jeune. Là. C'est pas Glover Teixeira qui a 42 Non, c'est ça. ans. Non, non, non. Fait que c'est ça que je disais tantôt. Les Brésiliens, c'est des estis de warriors. Même à 42 ans, ils peuvent encore pogner une ceinture. Ouais. Ils sont juste comme I'm coming back. Il y a un Golden Age au Brésil où est-ce que t'as 2 pubertés. T'as la puberté quand tu pognes genre 16 ans, t'as la puberté quand tu pognes genre comme 40 ans, où est-ce que t'es comme ok, là je viens d'atteindre ma 2e puberté, je peux revenir dans l'UFC. Ouais, chez les Juifs, on se fait circoncire à la naissance. Eux autres, ils se font doper à la naissance. Voilà. C'est culturel, c'est correct. Au lieu d'avoir une bar mitzvah à 13 ans, ben t'étais première stéroïde. Ouais, c'est ça. Prochaine division? Prochaine division. Flyweight?
Ouais, ben, il n'y a pas grand... Je Non. dirais, il n'y a pas grand-chose d'intéressant ce qui se passe. C'est pas intéressant, les flyweight, vous êtes trop légers! Sans crise de vous, léger de même. Prenez du poids, mangez du steak, faites quelque chose. Une catégorie spéciale parce que pendant, genre, 8 ans, elle a été tenue d'une main de fer par Ouais. Demetrius Johnson, Mighty Mouse, qui a encore aujourd'hui le record du plus grand nombre de défenses de titre dans la UFC. Puis il avait perdu contre, comment il s'appelle, le Cringe King, là? Je sais de qui tu parles, mais je pourrais pas te dire son nom. Un petit lutteur médaillé d'or aux Olympiques. C'est con que j'oublie ces noms-là. Mais en tout cas, il avait perdu contre ce gars-là. Il a changé il est allé se battre en Asie après. Puis depuis ce temps-là, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans les 125 livres. Là, il y avait un Brésilien qui avait pris la ceinture, Diverson Figueiredo, qui est très très fort. Là, il vient de se faire battre par... C'est-tu Kyoji Horiguchi? Non, c'est un Américain. Seconde. Mais ouais, Continue. Ouais. là, il vient de se faire battre, Diverson, par un jeune Mexicain, c'est Brandon Moreno, si je me trompe pas. Premier champion mexicain de l'histoire de la UFC. Fait que ça leur attire tout un nouveau marché. Là, ils vont se rebattre encore une fois. Et c'est souvent ça qui se passe maintenant. Là. Le champion se fait battre, il a le droit de se rebattre directement après. Fait que la catégorie 125 est pas mal stack entre les trois, entre le top 3. Mais il y en a un qui est en train de faire une montée fulgurante. C'est Askar Askarov. 14 victoires, 0 défaites. Puis quand on regarde la fiche de tous les combattants dans les 125 livres, ils ont toute une coupe de défaites, sauf celui-là, en ce moment. Son prochain combat, c'est contre Kai Kara-France, qui vient de battre Cody Garbrandt, qui est l'ancien champion des 135 livres. Fait que là, ça commence à être intéressant ce qui se passe dans les 125. Ouais, ses prochains comme 2-3 matchs vont être vraiment importants. Puis s'il gagne tout, il va avoir sa shot pour devenir champion, probablement. Exact, mais Askar Askarov, ce serait le gars à checker. Puis j'ai pas vraiment checké ses combats, mais vu son nom, j'ai l'impression qu'il fait de la lutte. Make sense? Je pense que j'ai trouvé ton gars. Ça se peut que ce soit Henry Cejudo? Henry Cejudo, le Cringe King, C'est ça. qui il s'était autoproclamé intergender champion parce qu'il disait qu'il allait se battre contre Amanda Nunes puis qu'il allait la battre et être le premier combattant à avoir une ceinture dans les deux sexes. Oui, je vois. Ah, ce qui est lourd. Hey, c'est athlète olympique, ce gars-là, par exemple. C'est une Ça machine. l'empêche pas d'être lourd. Ouais. C'est une machine. Écoute. Ce qui se passe, c'est que si Volkanovski à 145 gagne encore une fois contre Max Holloway, ça se peut que Henry Cejudo débarque à 145 livres. Ça pourrait être intéressant, ça. Parce qu'il a été champion à 125, ensuite il est allé à 135 livres, Henry Cejudo, il a gagné la ceinture. Puis après ça, il a pris sa retraite, mais il dit qu'il reviendrait peut-être pour prendre la ceinture à 145. Ce serait le premier à avoir 3 ceintures dans 3 catégories. C'est un cool feat. Je lui souhaite pas, d'où. C'est nice qu'il tente ça, mais je lui souhaite pas. Ben, s'il se pogne contre Volkanovski, il se pognerait contre un gars qui est habitué de peser 110 livres, 210 livres. Fait qu'il fait presque 100 livres de plus que lui, normalement. Là, t'sais. Il mieux d'avoir une bonne game, man. Parce que. Il mieux d'avoir un bon bloc. Parce que. Ouais. Mais bon, là maintenant, les catégories féminines. Exactement. Il y a eu beaucoup de mouvements dernièrement là, chez les femmes. Je sais pas si vous avez vu un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, mais Amanda Nunes, qui était la championne incontestée dans les 135 et les 145, vient de perdre la ceinture des 135. J'ai vu l'article, mais j'ai pas vu le match. C'est quoi la division moyen pour les femmes? C'est-tu. Ça reste-tu genre la même que chez les hommes ou pour le poids? Ou ils sont plus bas? Ce serait plus comme. Ben oui, si tu faisais poids égal, c'est le même nombre. Là. Non, ce que je veux dire, c'est. Tu sais, mettons, nous autres, on a comme, tu sais, t'as le 155,
C'est les mêmes catégories chez les femmes, mais t'en as moins. Fait que, en ce moment, dans la UFC, il y a 4 catégories de poids pour les femmes. T'as les strawweight à 115 livres, Ouais. puis ça va jusqu'à 145. Mais il y a aussi en dehors de la UFC, t'as d'autres divisions plus grosses. T'as les super heavyweight chez les Il femmes. n'y a pas de division de heavyweight chez les femmes? Non, mais il y en a une qui est mondialement connue, une brésilienne. Elle fait genre 6 pieds 4, 225 livres. Elle ressemble à Hulk. Je comprends pas pourquoi. Je veux dire, il y a des femmes qui font plus que Ça 145. serait pas assez rentable pour eux. UFC, ils font juste des divisions pour ce qui leur rapporte de l'argent. Point final. Ouais, ils veulent juste des chicks, eux autres. Ah. Fait que passer 145 livres, les femmes, ben, vous êtes plus des chicks selon Donald. Pour la UFC. Ouais, c'est ça. Pour la UFC, vous êtes pas intéressante. Fait que la première division qu'on va parler, c'est la featherweight. J'ai pas les noms, vraiment, de... T'as-tu C'est des pas mal prospects? la moins intéressante. Ouais, je c'est dirais, ça, en c'est ce comme- moment. Parce qu'avant, elle était tenue par une autre brésilienne avec le visage complètement refait qui était shootée aux stéroïdes comme c'est pas permis. S'est fait battre par Amanda Nunes qui depuis ce temps-là est championne incontestée. Il y a Felicia Spencer dans les 145 livres chez les femmes qui est intéressante, une Canadienne qui est réputée pour avoir un menton en granit. Impossible à mettre KO, cette fille-là. Puis une championne de judo, si je me trompe pas aussi. Fait que très très forte. Mais en Nice. ce moment, Amanda est pas prête de se faire battre, même si elle est pas mal passé son prime maintenant. Dans les 135 livres, c'est Juliana Peña Oui. qui a pris la ceinture. Puis elle, c'est une vétéran, puis elle s'est fucking bien battue. Ah, elle a là. l'air de tuer, là. Comme, je me battrais même pas contre, comme je t'offrais même pas 10 secondes, genre. J'ai 2 fois son poids, puis je t'offrais même pas 10 secondes. Elle est allée dans le pocket contre Amanda Nunes, puis elle l'a battue en boxe. Incroyable, contre la plus grosse cogneuse présentement dans la UFC. Ouais, pis elle l'a battu sur son game, pis... Ah, ouais, j'aime ça quand le monde fait ça. Je m'en viens avec ton arme, je m'en viens de battre dans ton arme. Let's go. C'est ça, là. Puis... Fait que là, c'est ça ce qui se passe en ce moment à 135, mais les deux divisions qui sont vraiment intéressantes en ce moment, c'est les 125 puis les 115 livres. Ouais. 125 livres où c'est Shevchenko qui est championne en ce moment. Valentina Shevchenko qui est championne incontestée en plus. Là, ça doit faire 4 ans là, qu'elle est championne de la catégorie puis personne n'est prêt de la battre. Puis, Mais il y a Taylor ça Santos qui a 18 victoires. Comme, elle pourrait avoir un bon match cette année. Elle pourrait peut-être faire un match contre pis essayer d'avoir la ceinture ou... Contre qui? Mettons, là, tu prends Taylor Santos, là, tu lui fais gagner Ouais. un autre match, ça lui met dans une bonne position d'essayer de refaire la ceinture. Elle va te rendre à 19 victoires, une défaite. Attends, ça Non, pourrait être un gros fight. Il y a beaucoup de mouvements qui est en train de se passer à 125, puis beaucoup de contenders qui sont en train d'apparaître de plus en plus. Puis ça fait du bien à voir ça, justement. Là. Quand une division commence à être vraiment maintenue par son champion, éventuellement, il y a toujours une nouvelle. Tu sais, vivement à l'époque où on va être capable de faire un pareil. épisode prospect masculin, mais un épisode prospect féminin, parce qu'on en aura pour assez longtemps pour faire 1 heure. Mhm. Puis c'est vraiment pas une question du fait que elles sont pas bonnes. Non, il y a les juste femmes, pas assez de elles sont pas divisions. intéressantes. C'est qu'il n'y a pas, d'un point de vue purement, entre guillemets, faut pas mal prendre ce que je vais dire, mais divertissement, parce que c'est extrêmement stack ce qui se passe en ce moment dans le monde féminin. Il n'y en a aucune qui est vraiment way over the top par rapport aux autres. Fait qu'elles ont toutes beaucoup de victoires, mais aussi beaucoup de défaites parce qu'elles Ouais. sont toutes capables de se battre entre elles. Mhm. En Il ce manque moment, les il y a pas de facteurs champion Georges en Saint-Pierre, où tu sais, qui t'es comme, oh my god, tu sais, je veux voir C'est 100% de ces fights, faut pas que C'est j'en un petit peu manque ça un. que Ronda Rousey elle avait amené Ouais. au UFC, là, tu sais. C'est ça, ça a Que- été la première championne qui a été là pendant très longtemps. Puis ensuite, il y a eu Amanda Nunes. Là, il y a Valentina Shevchenko qui est là depuis très longtemps aussi, puis qui est pas prête de partir de là. Je veux dire, elle s'est battue contre Amanda Nunes à 135 livres pour essayer de pogner la ceinture, puis elle a perdu, mais elle a perdu par décision. Fait que, il y en a beaucoup qui disent que c'est Valentina, en fait, la meilleure femme combattante de MMA. Mais là où c'est vraiment le plus serré en ce moment, c'est à 115 livres. Les strawweight. Strawweight. Où c'est des belles histoires en plus qui entourent ces combattantes-là. Tug Rose Namajunas,
qu'elle avait gagné The Ultimate Fighter, la série. Elle avait gagné Back in the Days. Non, c'est pas vrai, elle avait pas gagné. Elle s'était rendue en finale contre Carla Esparza, le Cookie Monster, son surnom. Puis elle a perdu contre Carla Esparza, qui avait été la première championne des strawweight. Ensuite, elle a eu une couple de défaites, quelques victoires, quelques défaites. Éventuellement, elle a été capable de sortir du lot pour se battre contre la championne qui était Joanna Jędrzejczyk, une Polonaise qui était multi-championne du monde de Muay Thai, mais que toutes les fois qu'elle s'est battue en Muay Thai contre Valentina Shevchenko, elle a perdu. Mais elle était championne de la catégorie juste en bas de Valentina. Elle était rendue à sa 5e défense de titre, puis elle s'est fait péter par Rose Namajunas. Il y a eu un rematch où elle s'est encore fait péter par Rose. Ensuite, Rose, elle a eu un combat contre une petite Brésilienne beaucoup trop shootée aux stéroïdes, qui l'a pognée, puis qui l'a fait tomber sur la nuque, KO sur la tête. Puis Rose, elle a fait une pause de 2 ans pendant ce temps-là. Attends, ils ont laissé faire ça. T'as pas le droit légalement de faire tomber quelqu'un sur la tête, mais si ça arrive par accident, ça marche. Ouais, mais en tout cas, il y a plein de techniques que tu peux pas faire parce que justement, tu drops des personnes, là. Qu'est-ce qu'elle a fait pour la dropper sa nuque? C'est Rose, en fait, qui a essayé de lui faire une soumission dans les airs, puis en retombant, elle est tombée sur la nuque avec l'autre par-dessus elle. Fait que ça compte. Mais elle s'est rebattue contre elle par après. Elle l'a battue, mais celle qui l'avait battue n'était plus championne. La Brésilienne n'était plus championne. C'était Weili Zhang, une chinoise incroyable, qui était devenue la championne. Puis Rose ensuite est allée se battre contre Weili. Elle l'a battue, elle a repris la ceinture. Il y a eu un deuxième combat contre Weili, elle a regagné. Fait que là, c'est vraiment elle la championne incontestée. Puis il y a quand même pas mal de mouvements qui est en train de se faire dans cette catégorie-là parce que la première championne de l'histoire de la division, Carla Esparza, Cookie Monster, qui avait connu plein de défaites après avoir perdu la ceinture, elle est sur une série en ce moment, je pense, de 6 victoires. C'est la prochaine en titre pour se battre, puis c'est la seule qui avait battu Rose à l'époque. Match revenge! On aime ça! Revenge! Fait que là, ça devient intéressant ce qui se passe dans cette catégorie-là. Puis en même temps, Weili est toujours dans la catégorie. Une chinoise incroyable. Il y a toujours Joanna Jędrzejczyk, la polonaise aussi. Fait que c'est en train de se stacker à fond, cette catégorie-là. Définitivement. En plus, échange avec les 125 livres aussi. Fait que c'est les deux catégories vraiment à surveiller là, chez les femmes. Ouais, je pense que c'est ce qui termine après ça notre épisode sur les UFC Prospects. Je pense qu'on a fait toutes les divisions du plus lourd jusqu'au moins lourd. Il y a aussi beaucoup d'infos. Même moi, j'étais un peu perdu là-dedans, tabarouette. Merci de nous avoir suivis pendant cette heure et demie d'informations sur nos prospects de l'année. J'espère que ça va vous aider à indiquer vos visionnements. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a le temps de regarder toutes les fights, on comprend ça. On vous a donné des noms. Regardez les noms qu'on vous a donnés, vous allez être satisfaits. C'est aussi simple que ça, on est là pour ça. Merci à Mekos. Hey, it's Patty! It's Patty! Merci tout le monde d'avoir écouté pour savoir sur notre vidéo. À plus.